Vincent Béjou, étudiant en pharmacie, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Théo Amaral. Chef de produit Viatris et pharmacien, son parcours riche en expérience reflète sa passion et son engagement pour l'industrie pharmaceutique. Nous parlerons donc aujourd'hui de ses réussites, de ses défis, et également de sa capacité à se créer des opportunités en parallèle de ses études de pharmacie. Alors j'espère que cette discussion vous inspirera. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Théo, bienvenue sur Parcours Santé Podcast. Alors tout d'abord, est-ce que ça va bien? Bonjour Vincent, ça va très bien et toi? Ça va bien, merci Théo. Alors, une question assez commune que j'aime beaucoup poser à mes invités. Comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ta personne? D'accord. Tout d'abord, je m'appelle Théo Amaral. Je suis pharmacien depuis peu, chef de produit chez Viatris. J'ai fait une grande partie de ma scolarité à la faculté de pharmacie de Nancy. Et ensuite, j'ai fait un master à Paris en spécialité marketing. Alors de ton côté, est-ce que tu peux nous résumer peut-être ton parcours scolaire dans l'ensemble, nous dire quel type d'élève tu étais aussi, un peu ton parcours de façon générale scolaire? Si tu peux nous partager ça, ce serait intéressant. D'abord au lycée, moi j'étais le genre d'élève qui faisait pas trop ses devoirs, qui écoutait pas trop en cours, mais qui dérangeait pas les autres. En fait, j'ai jamais eu le mot dans le carnet pour te dire. C'est juste que j'allais à l'école pour y aller, puisque on devait y aller. J'écoutais, mais j'étais pas la personne qui faisait tout le temps ses devoirs, qui était premier de la classe, quoi que ce soit. Ensuite, donc en PACES, comme tout le monde, il faut bosser. Donc tout le monde bosse, de toute façon, sinon on n'a pas le choix, on passe pas. Et après, à partir de la P2, j'ai réussi à m'organiser pour travailler à temps plein à côté de mes études de pharma. Donc je faisais entre 40 et 50 heures la semaine à côté de mes études, jusqu'à la fin de mes études. Et tu arrivais à, tu arrivais à gérer cette pression avec tes 40-50 heures de travail en parallèle de tes études? C'était gérable pour toi? C'était juste un problème, on va dire, d'organisation. Il fallait juste bien être organisé. Donc j'avais les cours obligatoires, donc ça j'étais obligé d'y aller. Et les cours facultatifs, je n'y allais pas. J'assistais pas aux cours facultatifs, je travaillais, je me levais à 6h du matin. En général, je commençais mes journées entre 6h40 et 7h du matin. Et je rentrais vers 20h, 21h tous les jours. Et les week-ends, selon l'année de pharma, je faisais des gardes à la clinique de 12-24 heures le soir pour compléter ma semaine. Donc là, pendant les semaines-là, j'étais au-dessus des 60 heures presque. Mais j'ai appris pas mal de choses. Je pense qu'on pourra rediscuter sur d'autres questions lors de ce podcast, d'ailleurs. Mais on va pas aller dans les détails maintenant. Mais c'est juste un problème d'organisation. Quand on veut, de toute façon, on peut le faire. D'accord. Alors ensuite, post-PACES, tu as réussi le concours de pharmacie et tu es rentré en pharmacie. De façon assez générale, la deuxième, troisième et quatrième année de pharmacie sont des années qui sont quand même, on va dire, assez générales. Et en quatrième année, tu avais trois choix: l'hôpital, l'industrie et l'officine. Alors tu t'es orienté vers l'industrie. Pour quelle raison tu t'es orienté vers l'industrie et pas les deux autres choix, que sont l'officine et l'hôpital? En fait, l'officine m'a jamais attiré, concrètement. Même les stages qu'on faisait en études de pharma, j'aimais pas du tout. Donc, déjà, le choix là, c'était non. L'hôpital, c'était assez intéressant. Et moi, j'avais plus un profil, par exemple, d'avoir plusieurs choix de métiers ouverts. J'avais une évolution de carrière possible, en tout cas. Donc, l'industrie qui offre tellement de possibilités en termes de domaine, par exemple, de travail. Tu peux aussi bien faire de l'assurance qualité, du market access, du marketing. En fait, tu as une vision globale du marché. Alors qu'à l'hôpital, tu es sur un poste, tu peux très bien évoluer en tant que directeur, chef de pôle et tout. Mais au sein des industries pharmaceutiques, tu as plein de choix, en fait, il y a plein de portes. Et après, c'est à toi de les saisir. Donc, j'ai plutôt naturellement été vers l'industrie pour l'aspect-là. D'accord. Tu étais drivé aussi par l'idée un peu qu'on assimile à l'industrie avec la mobilité, le voyage, l'idée de travailler à l'étranger ou pas forcément de ton côté? C'était pas mon choix qui m'a poussé vers le choix de. En fait, le voyage, c'est pas ce qui m'a fait choisir l'industrie. C'est un atout hein, de pouvoir se déplacer, de travailler à l'étranger, avoir des missions à l'étranger, d'avoir des congrès en déplacement. Enfin, franchement, ça, c'est un choix qui me plaît, mais c'était pas le choix numéro un pour l'industrie. Vraiment, le choix numéro un, c'était la possibilité de changer, par exemple. Je sais pas, tu peux très bien commencer dans le marketing et finir en tant que délégué pharmaceutique, ou l'inverse, ou changer de poste. Enfin, tu as plusieurs possibilités, tu vas pas faire exactement le même métier pendant toute ta carrière. Par exemple, l'officine, tu as le choix entre être gérant de l'officine ou travailler dans l'officine en tant qu'employeur. Et ça, non, moi, c'est pas ce que je recherchais. Et de ton côté, tu me partageais un peu en off avant le fait qu'en cinquième année, tu étais obligé d'avoir un stage. Alors, tu m'as dit que tu es parti sur Paris, si je dis pas de bêtises, pour faire ce stage en cinquième année. Tu peux nous en parler Ouais, assez oui, rapidement? vaguement. Donc, on a un stage obligatoire de 3 à 6 mois. Donc, si je me trompe, mais en général, on fait tous 5 à 6 mois. Parce que les entreprises, ils vont pas te prendre pour 3 mois, c'est assez compliqué. En 3 mois, c'est le temps de te former, donc ça sert à rien. Du coup, tu as le choix de faire un stage où tu veux en France. Moi, généralement, si tu veux un stage au siège, donc en marketing, par exemple, ce que je voulais, c'est assez dur de trouver en Lorraine, parce qu'il n'y a qu'une entreprise qui se trouve dans les Vosges. Et si tu veux un stage au siège, il faut aller à Paris, parce que principalement, je dis pas que c'est toutes les entreprises qui sont à Paris, mais principalement, c'est à Paris. Donc, c'est assez dur d'avoir un stage à Paris si on n'a pas de contact, pas de réseau. Donc, c'est pour ça qu'aussi, je dirais un petit conseil, juste un petit moment conseil, c'est faites LinkedIn dès la deuxième année si vous êtes dans l'industrie, créez votre réseau, petit à petit, posez des questions, interrogez des professionnels de santé, interrogez des pharmaciens, des étudiants aussi, c'est très important.
Et ensuite, vous aurez des clés pour trouver votre stage, qui est assez compliqué à trouver. Donc moi, j'ai choisi de faire chargé d'études, parce que je sais qu'en tant que marketeur, on va beaucoup faire d'études de marché. Donc je voulais comprendre l'aspect-là qu'on n'apprend pas à la faculté. Donc j'ai fait un stage de 5-6 mois en tant que chargé d'études dans une entreprise française, donc une agence. Et on travaille pour des labos, on lance des études de marché. Mais c'est très compliqué. À Paris, il faut trouver un appartement. Pareil, il faut trouver le temps d'aller faire la visite, sachant qu'on est externe encore et que du coup, on travaille en tant qu'externe à l'hôpital. Donc, il faut trouver un appartement, il faut trouver un stage. Ensuite, quand on arrive en stage, c'est le moment des postulations pour trouver un master, un M2, pour se spécialiser. Donc, moi, par exemple, c'était une spécialité marketing, donc le MMP. Donc, ce master, en fait, dès que je suis arrivé à Paris, tout s'enchaîner. Le stage, trouver un appart, trouver un master, passer les entretiens de sélection. Et Tout donc les qui s'enchaîne. Donc, sélections, je pense que c'est. je veux pas te couper, les sélections, c'était pendant ton Ouais. stage alors, pour ton Ah ouais, master. D'accord. ouais, c'est ça. Et C'est, juste en avant fait, d'arriver à ton master, les- quand ton cadre de vie lors de ton stage, déjà le fait de quitter ta Lorraine natale pour, j'ai envie de te dire, t'envoler sur, sur Paris, est-ce que ça n'a pas sur été Paris, ouais. un petit choc pour toi? Tu as vite adapté peut-être? L'appartement, le salaire même de ton stage en 5K, c'était quoi Ouais. ton salaire? Alors, moi, j'étais payé non, j'étais payé à 700 € net, si je ne me trompe pas. En fait, j'ai pas fait mon D'accord. choix de stage par rapport au salaire. J'avais des propositions à 1002, 1004 en stage. En fait, j'ai vraiment voulu faire chargé d'études, pour comprendre l'aspect des études de marché, plus là aussi comprendre les cibles, genre les oncologues. Je sais qu'ils sont différents des pédiatres, de ce qu'ils recherchent du point de vue marketing, par exemple. Et ça, je l'ai appris lors de mon stage en tant que chargé d'études. Et à Paris, oui, c'est assez compliqué d'arriver dans une ville que tu. Enfin, moi, en tout cas, je connaissais pas Paris, donc je suis arrivé dans une ville que je connaissais pas. Trouver un appart, c'est assez compliqué dans n'importe quelle ville. Donc, à Paris, c'est encore plus complexe de trouver un appartement. Du coup, il faut se familiariser assez vite, parce qu'en fait, tout s'enchaîne assez rapidement. On quitte le stage en tant qu'externe. Moi, par exemple, j'avais fini le vendredi mon stage, et le lundi, j'étais dans l'autre stage à Paris. Donc, en gros, j'avais juste le week-end pour déménager, m'habituer à la vie parisienne, prendre le métro. Enfin, c'est pas assez compliqué, mais en fait, tu as tellement de choses qui viennent d'un coup qu'il faut se familiariser assez vite. Donc, je dirais pas que c'est simple, je dirais pas que c'est super dur, mais c'est sortir de sa zone de confort. Et c'est assez intéressant aussi de sortir de sa zone de confort, ça te permet d'apprendre plusieurs choses, d'ouvrir ton esprit aussi et de t'adapter à plusieurs situations. Donc, C'est une étape, on va dire. C'est une donc, étape qui est un peu obligatoire si on est dans une ou d'autres villes. un choc bénéfique alors pour toi à Paris. Un choc bénéfique. Ouais. Et ensuite, alors, suite à cette expérience que tu as eue, alors déjà extrêmement compliqué, je sais pas comment tu as fait pour vivre avec 700 € sur Paris, surtout avec le prix des loyers Ouais. en région parisienne qui est quand même assez conséquent. Ouais. C'est pas Nancy. Ouais, c'est pas Nancy, Alors, ouais. comme je disais précédemment, je travaillais à temps plein, donc j'avais un salaire. Je gagnais très très bien. Déjà, en étant à Nancy, je gagnais bien. Je pouvais me faire par mois entre 1005 et 2005 par mois sans les primes, en net. Donc en vrai, j'avais un CDI, j'avais des CDD à côté, donc j'étais très bien payé. Du coup, j'avais mis de côté, parce que je savais que j'allais me retrouver à Paris et que ça allait être compliqué. Donc en fait, j'avais mis de côté, et ce qui m'a permis de tenir 6 mois avant l'alternance, 6 mois avec un salaire de 700 €, sachant que j'avais un loyer à environ 900 €. Donc en fait, mon salaire de stagiaire ne payait même pas le loyer. Et après, il y a tout ce qui est à côté aussi à payer. Donc, heureusement, j'avais mis de côté. Donc, heureusement, j'avais anticipé ce déplacement à Paris, sinon j'aurais dû faire un crédit. Et ensuite, tu as dû faire un choix assez déterminant en choisissant un master. Est-ce que pour toi, alors il me semble que tu as choisi le MPPTS, c'est ça? Ouais, c'est ça, MMPTS. D'accord, à Paris-Saclay. Est-ce que pour toi, ça a été comment dire, pas une vocation, mais un choix que tu avais dans la tête dès le départ? Tu t'es laissé aucune autre alternative ou tu avais quand même d'autres alternatives? En fait, dès la deuxième année de pharma, je voulais ce master parce que j'avais écouté une conférence, je m'étais renseigné sur Internet. Et tous les ans, j'écoutais les conférences lors des sélections. Et en fait, je voulais que le master là. J'ai postulé qu'à ce master là. Si j'avais pas de master, je serais parti un an à l'étranger, je pense faire travailler, je sais pas, j'aurais fait une expérience d'un an. Mais en tout cas, je voulais que ce master. Si je l'aurais loupé, j'aurais retenté ma chance, tu vois. Je voulais vraiment que ce master. Et à travers ce master, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce master, la sélection, est-ce que c'est sélectif? Qu'est-ce que tu Oui. apprends à travers ce master? On est Ok. curieux, on est curieux. Ouais, en fait, j'ai fait ce choix de ce master parce que ce qui différencie les autres masters, c'est que déjà on est en alternance pendant 13 mois à temps plein. On est tous les jours en entreprise. Donc, c'est-à-dire que les missions au sein d'entreprise, on va les suivre de A à Z. On va tout voir, on va rien louper. Du coup, il y a beaucoup de pratiques parce qu'on est tous les jours en entreprise. Et à côté de ça, les soirs, on a la théorie. Donc on a des cours du soir. C'est un rythme qui est assez dur à encaisser pendant 13 mois. Tu travailles tous les jours en entreprise, donc tu entre 35 et 42 heures minimum. Et ensuite, tu as cours. Donc tu es étudiant, mais salarié en même temps. Donc moi, pour mon profil, ça n'a pas changé parce que je travaillais toujours à temps plein tout le long de mes études. Donc moi, ça a juste continué mon rythme. Mais pour certains, je pense que c'est un changement parce qu'on est toujours en entreprise. Le soir, on a cours, on finit à 21h, 20h. Et le week-end, encore, on a encore des projets à gérer pour le master. Et ce master-là est très intéressant parce qu'en fait, on apprend principalement les soft skills. Et les soft skills, c'est des choses qu'on n'apprend pas lors de notre scolarité. C'est des choses qu'on n'apprend pas dans d'autres masters. C'est des choses qui vont nous permettre d'évoluer en entreprise. Et la côté pratique, on l'a en entreprise comme on est tous les jours. Et tous les jours en entreprise, le soir, on a des soft skills. Par exemple, on a eu des cours de théâtre qui nous a permis de savoir comment se mettre, par exemple quand on est en présentation, comment se mettre devant la présentation, quels gestes faire, comment parler sur l'intonation de la voix. On a fait des cours d'équipe coaching dans le sud-ouest, on a fait des cours de chant aussi dans le sud-ouest. En fait, c'est tous des aspects-là qu'on ne peut pas apprendre principalement dans les universités. Et en fait, tout au long de l'année, on apprend des tas de choses, on apprend le process com,
Franchement, on a plein de cours qui sont vraiment basés sur le soft skills et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui dans les entreprises parce que les hard skills et tout, en fait, on peut les apprendre et surtout avec l'intelligence artificielle, maintenant, bah, on peut le faire, sans quelqu'un, principalement. Et comme tu le vois actuellement, bah, l'intelligence artificielle, elle avance très vite, surtout depuis quelques années. Depuis 2 3 ans, ça explose de tous les côtés, il y a des startups de tous les côtés. Et les intelligences artificielles, de toute façon, elles ne peuvent pas faire les soft skills, elles ne peuvent pas apprendre les soft skills. Donc, c'est un point positif au sein de ce master d'avoir ça. D'accord. Et ton côté, si tu devais, je sais pas, donner un conseil principal ou des conseils principaux pour une personne qui souhaiterait se lancer comme toi dans le marketing pharmaceutique et intégrer donc ce master à Paris-Saclay, Ouais, c'était vrai. ce serait quoi comme conseil que tu pourrais donner? Bah, Jess, c'est un master très très sélectif. Il y a plus de 400 candidatures selon les années. Enfin, c'est toujours plus de 400. Il y a trois sélections. Donc, la première, c'est sur dossier. Donc, on donne notre CV, on a un questionnaire à remplir. Et ensuite, on est sélectionné via ce questionnaire. Donc, on passe la deuxième étape. Enfin, la première étape, on la passe, on rentre en deuxième étape. Ça s'appelle les entretiens individuels. On est tout seul pendant 15 minutes devant 30 personnes de l'industrie pharmaceutique. On doit parler, on nous pose des questions, on se présente pendant 5 minutes, après on pose des questions. Et après, si on est sélectionné, on a un entretien collectif qui dure en général entre 4 et 5 heures, où on est en groupe de 20 à 25 personnes, et il y a plusieurs exercices au sein du groupe, et on est évalué par toujours 30 personnes de l'industrie pharmaceutique lors de ces entretiens. Et à la fin bah, de ces 3 étapes assez longues, on va dire, assez dures, on sait si on est sélectionné au master. Et l'avantage qu'on a, c'est que quand on sort du master et qu'on est pris, on reçoit entre 15 et 20 offres d'entreprises pharmaceutiques pour une alternance. Donc ça veut dire en fait on ne postule jamais au sein de ce master pour avoir une alternance. C'est les entreprises qui viennent nous chercher, les entreprises qui sont principalement présentes lors des sélections. Donc première sélection, ça dure sur 3 jours. Ce que je disais, c'était les entretiens individuels. Et après, les entretiens collectifs, c'est sur une journée. Et ben, les entreprises sont présentes lors de ces journées. Et du coup, sélectionnent un peu leurs futurs alternants. Et du coup, on passe des entretiens, même plusieurs pour les postes. Et du coup, on reçoit plusieurs offres. Et du coup, c'est assez stressant, puisque c'est la première fois de notre vie où on a le choix de choisir où on va travailler. Genre, on a plusieurs offres qui nous tombent dessus. Et du coup, je pense que c'est la seule fois de notre vie que ça nous arrive ça. Et même si on n'est pas pris au sein de ce master, bah, on peut être repéré par les entreprises. Par exemple, lors des entretiens individuels, donc lors de la deuxième étape, il y a déjà les entreprises qui nous contactent pour le choix de l'alternance. Sachant qu'on ne sait même pas encore si on est pris dans le master parce qu'on n'a pas passé la dernière étape. Donc même si tu loupes l'entrée à ce master, faut quand même le faire parce que tu as d'autres possibilités et d'autres ouvertures ensuite, c'est ça? Pour, C'est ça. Bah, en fait, d'accord. tu es vu par les entreprises. Donc, si tu as tapé dans l'œil d'un recruteur, d'un RH ou d'un chef de produit ou de quelqu'un d'autre, bah, s'il te veut, bah, il va t'envoyer un petit mail le soir où il va t'appeler et il va te proposer quelque chose. Ça, c'est déjà arrivé. Et pour réussir ces entretiens, tu me parlais d'un entretien d'abord qui était entre guillemets personnel, avec c'est un face-to-face, c'est ça le premier entretien? D'accord, T'es dans une salle, il y a 30 personnes. Et en fait, toi, tu es devant. Et du coup, bah, au début, tu te présentes. d'accord, Chose assez logique. Et ensuite, tu as des questions. Ils ont le CV sous les yeux, ils te posent des questions. Et c'est plutôt des questions bienveillantes, hein. C'est des d'accord. questions sur ton parcours. Ouais, tu as fait ça comme travail, tu peux nous en parler, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que tu as fait à côté de la faculté? Et ce que je conseille aux gens, c'est vraiment, si vous voulez ce master, vous avez fait quelque chose à côté. Donc, soit de l'association, soit travailler à côté, avoir quelque chose de différent donc, par rapport à d'autres parcours. Donc, c'est vraiment, faut faire quelque chose qui est vraiment en dehors de la faculté. Après, les associations étudiantes, ça fonctionne aussi. Vous apprenez plein de choses au sein d'une association et pareil au travail. Donc, c'est ce qui compte pour le choix aussi de ce master. D'accord, donc Parce qu'il y a beaucoup, sortir du il y a lot. beaucoup, Sortir c'est du lot, ça, il y a c'est beaucoup de essentiel alors. candidatures. Il y a D'accord. beaucoup de candidatures, donc il faut faire la différence. Et la différence, elle se fait premièrement sur le CV, sur la sélection écrite, comme je peux dire. Donc, je vous conseille par exemple de travailler les week-ends. Vous verrez, vous allez apprendre plein de choses en travaillant à côté. Vous n'allez pas que gagner de l'argent. Vous allez avoir d'autres compétences qui vont être acquises lors du travail. Et c'est top ça comme expérience. La morale de l'histoire, donc, c'est travailler en parallèle de vos cours et vous ouvrirez des Ouais. portes, c'est ça? Bah, si on va faire la différence sur un CV, en tout cas, faut qu'il y ait quelque chose d'écrit quoi, qu'on a fait. Et pareil, quand vous travaillez, tu as des compétences, des soft skills, des hard skills que tu n'aurais pas eu si tu n'aurais pas travaillé en fait. Donc, dans tous les cas, c'est que du bénéfice de travailler. Même si tu travailles au McDo ou je sais pas, moi, par exemple, j'avais fait ASL, donc ASH. C'est ceux qui font le ménage dans les hôpitaux, dans les EHPAD. J'ai fait ça pendant 2 3 ans. J'ai appris plein de choses. Bah, déjà, j'ai appris à travailler, j'ai appris à travailler en équipe. Enfin, tu apprends plein de choses. Il n'y a pas de sous-métier. Donc, pareil, lors du CV, dans les sections, tu peux avoir travaillé n'importe où. Tant que tu as travaillé, bah, tu as appris quelque chose en fait. Donc, ça va mettre en avant sur un CV. Il n'y a pas de sous-métier ou quoi que ce soit. Et pour toi, Théo, ça a été donc une réussite. Tu as été pris à ce master qui est quand même extrêmement sélectif. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu me disais que tu as eu beaucoup d'offres. Tu t'es dirigé vers quel laboratoire pharmaceutique, toi? Alors, moi, après mon stage, je voulais absolument une entreprise où je me sentais bien. J'avais un bon manager, donc c'est très important. Le salaire, c'était pas le plus important, puisque dans tous les cas, les salaires sont assez bons quand tu sors du master. On est entre 1006 et 2004 net pour les moins de 26 ans. Les plus de 26 ans, je ne connais pas trop les salaires, mais tu peux être à 2005-2006.
Mais en tout cas, nous, dans le master, on était entre 2007 et 2004 net. Et moi, j'ai choisi Viatrice. Donc, je voulais une entreprise qui me permette de faire beaucoup de missions, qui me permette en fait de suivre mon apprentissage au maximum. Et aussi le choix du manager qui est très important. J'ai refusé 2 entreprises parce qu'il y a des missions que je ne pouvais pas faire lors de cette alternance. Donc, j'ai refusé. Moi, j'ai dit, je veux faire une alternance où je peux apprendre le maximum de choses et pas qu'on me dise, bah non, tu peux pas faire ça, t'es alternant, tu peux pas voir ça, t'es alternant. Donc, mon choix d'alternance s'est fait sur ça aussi. Et donc, tu as fait ton M2 chez Viatrice. Et C'est ensuite, ça. est-ce que tu as eu d'autres possibilités peut-être? Parce qu'à un moment, l'année se termine. Est-ce que tu as dû faire peut-être de la prospection pour trouver un emploi? Ou est-ce que les entreprises pharmaceutiques, elles cherchent encore à te recruter, tu sais, comme les épreuves de sélection du MPPTS? Ouais. C'était pareil ou pas? Ouais, pour Ou moi, c'est pour plus mon cas, dur? après, c'est vraiment mon cas à moi, c'est pas forcément le cas des autres. C'est vraiment dépendant à moi. Du coup, moi, matin, c'est de septembre à octobre. Et en fait, en mai, j'ai reçu 5 propositions d'entreprise, donc pas la mienne, pour des CDD, des CDI. Du coup, bah, ils t'appellent, ils te disent, voilà, ouais, on a entendu parler de toi, ou on a vu un projet à toi, ou des trucs comme ça. Et du coup, ils te proposent un poste, alors que mai, alors que je finis en octobre, ils me disent, est-ce qu'on peut casser ton alternance? Ça, sachant qu'on a le droit de casser l'alternance selon le mois de l'année. Et en fait, dans le master, en final, j'avais le droit de casser l'alternance en septembre, donc début septembre. Et mon entreprise m'a proposé un poste fin juin, début juillet, en tant que chef de produit en CDI. Donc, comme j'étais bien dans l'entreprise, c'était l'entreprise qui m'avait formé et que ça s'est super bien passé. J'ai appris tellement de choses au sein de cette entreprise. Les équipes étaient top. J'ai fait le choix de rester dans l'entreprise. Donc, après mon alternance, et du coup, j'ai cassé mon alternance. Donc, j'ai fini plus tôt mes études, on va dire entre guillemets. Au lieu de les finir le 11 octobre, j'ai fini le 1er septembre et j'ai commencé mon poste de chef de produit. Donc, les opportunités, en fait, si tu te crées un réseau, si tu parles aux gens, si tu as LinkedIn ou des choses comme ça, bah, les gens ils te connaissent, tu te fais un petit nom et le reste ça suit. Alors n'hésitez surtout pas, les amis, à envoyer cet épisode à un ami, à un proche, qui souhaiterait entreprendre une carrière similaire à celle de Théo. Vous lui ferez de prime abord un beau cadeau, et vous nous soutiendrez par la même occasion. Alors, pour continuer, Théo, de ton côté, tu as continué chez Viatrice. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une journée type chez Viatrice en tant que chef de produit? Tu veux alternant et chef de produit ou vraiment les deux ou comme tu veux? Tu peux parler d'abord de ton côté chez Viatrice quand tu étais alternant, et ensuite Ok. nous montrer un peu la progression de la chose, et voir comment est-ce que ton poste évolue. Parce que de base, tu étais chef de produit junior chez Viatrice, si je dis pas de bêtises. Quand on dit junior, oui, c'est alternant. D'accord, d'accord. Du coup, moi j'ai commencé en tant qu'alternant. L'alternance que j'ai eue, elle était top. Et ça, c'était grâce à une manager au top qui était Saracine. Donc Saracine, c'était écoute, merci pour l'alternance. Du coup, les journées, moi déjà, j'avais un planning de mission, entre guillemets, que je devais acquérir. Donc par exemple, dans 3 mois, Théo, tu devras faire ça, valider cette mission-là, savoir faire ça, ça, ça. Donc moi, au fil de l'année, j'avais un PowerPoint que Saracine m'avait fait, donc le manager, avec des acquis. Donc ça, c'était assez cool. J'avais une vision sur le long terme de ce que je devais apprendre. Et du coup, j'avais des missions qui était discuté tous les lundis. On avait un point et toute la semaine, du coup, j'avais des missions. Après, il y a des missions qui duraient sur 3 mois, il y en a qui duraient sur 2 mois, il y en a qui duraient sur une semaine. Là, c'était sur la journée. Et du coup, il n'y avait pas de journée type. Mais en termes, les missions se ressemblent. C'est gérer des projets, gérer des réunions, faire des kick-offs, faire des briefs à des agences ou à notre COI, plein de petits trucs comme ça, gérer les mails, l'organisation. Et moi, ma journée, dès que j'arrivais au bureau, c'était ouvrir mon ordinateur et regarder mes mails et regarder ma to-do list. Et ma journée, je la finissais en classifiant ma to-do list par ordre de priorité. Ça, c'est très important en tant que chef de produit, parce qu'en fait, on a beaucoup de missions. Et moi, par exemple, j'étais sur un scope de 3 produits, donc 3 produits différents sur 3 aires thérapeutiques différentes. Donc, beaucoup de projets se mélangent, beaucoup de réunions se mélangent. Pour vraiment savoir ce que je devais faire, bah, j'avais une to-do list. Et cette to-do list, en vrai, je la regardais toutes les heures. Je cochais des cases, ouais, j'ai fait ça, hop, je rajoute un truc. Donc, la journée, c'est des réunions, des présentations, des briefs. Donc, il n'y a pas de journée type. Toutes les journées changent, mais les missions se ressemblent un peu. Et comme tu es rentré, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet, sur le terrain, donc, quand tu étais alternant, est-ce que tu as eu un moment peut-être, je sais pas, pas de regret, mais de remise en question, de disant, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, ou pour toi c'était une évidence? Bah, quand je suis arrivé à l'alternance, j'avais jamais fait de marketing. Donc, sur le papier, je me suis dit, je veux faire ça, c'est le métier que je veux faire. Mais en soi, on sait pas si on aime, en fait. Tant qu'on l'a pas fait, tant qu'on l'a pas vécu, comme tu dis, sur le terrain, en fait, on sait pas. Et au final, j'ai eu de la chance, c'est quelque chose que j'aimais bien, parce qu'en fait, j'avais plein de missions différentes. J'avais plein de trucs à faire à la fois, donc je m'ennuyais jamais. J'avais toujours un truc à faire. Et du coup, aucun regret, en tout cas, d'avoir choisi cette filière et ce domaine du marketing. Et ensuite, en termes d'évolution, donc là, bah, je te félicite, ça fait peu de temps là que tu es chef de produit chez Viatrice, tu as Ouais, signé, signé les merci. contrats. Est-ce Ouais. que tu peux voir l'évolution, j'ai envie de dire, avant-après? Bah, pour moi, il y a l'évolution, elle se fait en fait petit à petit, parce qu'au sein de mon alternance, j'avais des missions d'autonomie où ma manager me mettait sur des grosses missions. Donc à la fin, par exemple, j'avais des grands plans, je devais faire des grands plans. C'est quelque chose assez d'important. En tant que chef de produit, les grands plans, c'est assez costaud, on va dire, entre guillemets. Du coup, en tant qu'alternant, j'ai dû les faire aussi, j'ai dû les présenter, toujours en aval avec le manager, évidemment, pour vérifier si je disais pas de bêtises. Et du coup, c'est un exercice qui est très important, qui te permet de te mettre
d'avoir une assurance aussi, puisque c'est pas un exercice assez facile. Et du coup, bah, en fait, les missions devenaient de plus en plus importantes au sein de mon alternance pour arriver à un poste de chef de produit. En fait, les missions que j'ai eues au début, c'était des missions simples euh, à faire, on va dire. Et au fur et à mesure de l'alternance, bah, les missions étaient de plus en plus dures. Et en fait, le but des missions que j'avais, c'était vraiment de répondre à toutes les missions qu'un chef de produit peut faire. Donc, quand je suis arrivé début septembre, évidemment, c'est compliqué parce que je change de produit, j'ai plus de responsabilités en tant que chef de produit, mais je n'ai pas vu d'énormes différences, puisque grâce à l'alternance qui était bien construite. D'accord, donc dès le départ, enfin, de façon graduelle, en alternance, tu as déjà été super bien encadré et très responsabilisé, ce qui t'a permis donc de suivre un peu ce chemin et cette évolution, et maintenant tu es dans la lignée de ce que tu faisais un peu en alternance, d'une certaine manière à la fin en tout cas. Ouais, c'est ça. Tu l'as bien expliqué en tout cas. Merci. Et de ton côté? Donc, je suis en flex office au sein d'un open space. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de place attitrée. C'est-à-dire que tous les jours, tu changes de place. Donc, tous les jours, tu as quelqu'un d'autre à côté de toi. Donc, tu n'as pas cette monotonie de journalière à avoir toujours la même personne tous les jours, d'être toujours à la même place. Donc, on change de place assez régulièrement. Et les bureaux sont tout neufs. On est à la Défense. La tour a été nommée la meilleure tour du monde, en termes de bureaux en tout cas. On a la salle de sport, on a un restaurant d'entreprise, un peu comme dans toutes les tours à la Défense. Et on est au dernier étage, au 30e étage de la toute dernière tour qui a été construite à la Défense. Donc on a une belle vue panoramique, tout est vitré, tout est neuf, tout est spacieux, donc on n'est pas à plaindre sur le lieu de travail en tout cas. Donc concilier le relationnel également avec cette notion de hiérarchie et aussi un peu de polyvalence, parce que tu me disais qu'il y avait beaucoup de services, et donc Ouais, tu rappelais avant aussi que les skills que tu as pu apprendre, en l'occurrence les soft skills que tu as appris ouais, lors de ton master, ça a été une réelle plus-value pour toi par rapport à d'autres masters ou à d'autres ouais, formations? c'est ça. Ouais, bah, déjà, on est en public, nous, mais en fait, tout l'argent qui est payé par l'entreprise pour la formation, parce que quand alternant, l'entreprise donne une somme à la formation, bah, en fait, nous, tout l'argent qui est investi dans le master est utilisé pour les étudiants, pas comme les écoles de commerce ou d'autres écoles. Et du coup, nous, on a pu aller dans le sud-ouest, par exemple, faire des cours sur les soft skills. On fait un voyage de 2-3 semaines à l'étranger. Donc, moi, j'ai été au Cambodge, Vietnam. Donc, en fait, tu as plein comment dire, d'outils pour ce master pour avoir des soft skills. Et d'un point de vue relationnel, c'est top. Tu apprends à gérer ton stress, tu apprends à gérer des situations qui n'étaient pas prévues, tu apprends le relationnel, tu apprends tellement de choses. Et ça, c'est très, très important dans l'entreprise. Non, mais je pense que c'est le seul master qui offre la possibilité d'avoir des voyages tels que des voyages au Cambodge, Ouais, au Vietnam, non? ouais, Ça qui est c'est fou payé par ça. la formation, du coup. Ouais, pareil, on Ah, était à Deauville au Festival de la Communication. Pareil, qu'on a des événements pharmaceutiques, ben, on y va avec le master. On a souvent un projet à faire. Du coup, on se déplace. Du coup, ça crée un réseau parce qu'on discute avec les gens. Par exemple, on est inscrit au foot à la Business League. On est le seul master à être inscrit à la Ligue Pharma au foot. En fait, en tant qu'étudiant, on a plein de projets un peu professionnalisés, on va dire, parce qu'on est avec d'autres entreprises. Et ça, c'est assez, enfin, je trouve que c'est assez important quand même d'avoir tous ces aspects-là, en fait. alors parlons maintenant, quel salaire peut-on espérer en début de carrière avec des fonctions similaires aux tiennes et en termes d'évolution? Tu vois ça comment toi? Je vais donner des fourchettes parce qu'en fait, ça dépend des entreprises, ça dépend des expériences, ça dépend des gens. Et je pense que je vais pas donner mon cas, ça va pas permettre aux gens de se projeter. Parce que moi, mon cas, c'est mon cas et c'est pas le cas des autres. Donc, je vais faire une fourchette de globalité. Donc, les salaires en tant que chef de produit sur les entreprises commencent à 42-43 k en brut à l'année. Donc, 42-43 000 euros à l'année en fixe. Et ça peut aller jusqu'à 55 en fixe, en marketing, en chef de produit. En fixe. Et en fixe, quand je parle de fixe, c'est sans les variables, parce qu'après, on a des primes. Et les primes sur les entreprises, ça peut aller de 6 000 à 13 000 euros par an. Après, peut-être plus, hein, mais je sais pas. Ça dépend pareil des entreprises. En fait, c'est des variables, donc ça dépend de tellement de choses. Donc, c'est des salaires pour commencer après les études assez avantageuses quand même. On Carrément. n'est pas à plaindre. Et en termes de primes, enfin de variables, comme tu disais, tu peux, tu peux être sûr d'avoir une variable chaque année dans une entreprise pharmaceutique ou pas? Ou c'est propre aux chiffres de En fait, l'industrie? tu as une prime sur tes performances. Donc, sur les entreprises, c'est en quanti ou c'est en quali. Donc, ça va dépendre de tes ventes, ça va dépendre de toi si c'est en quali, ça va dépendre de ton produit si c'est en quanti. Enfin, il y a tellement de choses variables sur ça, c'est pour ça qu'on appelle ça des variables. Et dans tous les cas, tu as la prime de participation, d'intéressement de l'entreprise. Donc, sur les entreprises, ça peut monter très haut, comme, je sais pas, ça peut monter à 8 000 ou ça peut descendre à 4 000. Ça dépend des entreprises. Donc, tout ça, en fait, il vaut mieux garder le package quand on signe, ne pas regarder que le fixe ou que le variable. Du coup, pour donner une fourchette avec le fixe et le variable, je dirais on peut être entre 50 et 65 Allez, c'est vraiment pas mal à quand l'année, tu sors d'études, des même salaires si plus conséquents l'année, c'est ouais, pour intéressant. commencer. Et quand tu vas parler d'évolution, le salaire il évolue tous les ans. Et si tu changes d'entreprise, bah, évidemment, c'est comme dans tous les domaines, bah, normalement tu gagnes en salaire. Et après, bah, quand tu es promu sur un poste au-dessus en hiérarchie, bah, tu gagnes plus, c'est logique. Donc après, tu peux monter très vite au sein de l'industrie au bout de 10 ans, quoi. Au bout de 10 ans, as un salaire assez confortable, on va dire. Quand tu dis confortable, t'as des notions, des idées à peu près au bout de 10-15 ans de carrière en pharmacie, dans une industrie pharmaceutique, Après, en partant de j'ai chef de très produit de peu base? à chef de produit. Bah, en 10 ans, bah, tu peux être chef de produit, mais
tu peux aussi avoir un autre poste, évoluer en chef de gamme, chef de groupe. En fait, avec la carrière que tu auras ou l'expérience sur les entreprises, eh ben, tu vas cranter dans la hiérarchie. Donc, tu peux être chef de groupe, chef de gamme. Donc, c'est complètement différent des salaires de chef de produit, sauf sur certains gros produits quand tu es chef de produit senior. Donc, ça dépend des entreprises, ça dépend des expériences, mais tu peux être facilement, dans 10 ans, tu peux être facilement à 100, 80K, quoi. D'accord. Et Ça dépend des entreprises, hein. Tu peux rester à 5, tu peux rester à 60, 70 ou à 80, ça dépend des entreprises. Oui, c'est très dépendant de l'entreprise, d'accord. Et ton côté, est-ce que tu perçois peut-être d'autres avantages que les avantages financiers propres, j'ai envie de dire, à l'industrie pharma? En tant que chef de produit. Oui, Ah, surtout dans chez l'industrie Viatris, pharma, là, oui. j'ai envie de te dire. Chez Viatris, surtout. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans l'industrie pharmaceutique, c'est que en fait, il y a des industries pharmaceutiques dans tous les pays. Et en fait, tu peux très bien faire 2 ans à l'étranger, 3 ans à l'étranger comme expérience, et revenir en France. En fait, ton diplôme, tu peux l'utiliser partout, en fait. Donc, tu peux travailler, pardon mon mot, tu comprends. Tu peux très bien travailler à Singapour, au Pérou, ou en Argentine, aux États-Unis, en fait. Et t'as pas la contrainte géographique. Donc, ça, je pense que c'est un avantage aussi. Et t'as un autre avantage pour que certains aiment bien aussi, c'est faire du télétravail. Alors, moi, j'aime pas du tout le télétravail. J'essaie d'en faire un maximum par semaine, parce que j'aime pas. Et du coup, il y en a je sais qui adorent le télétravail, parce qu'ils travaillent mieux en télétravail. Ils sont dans leur bulle un peu, ils sont pas dérangés par d'autres personnes, ils sont focus sur leur travail. Donc, tu peux faire du télétravail. Donc, ça, c'est un atout pour eux. D'accord. Et tu pourrais avoir plus de jours de télétravail? Tu me disais que tu n'avais qu'un seul jour de télétravail. Si tu Ah, voulais, tu pourrais en avoir plus? ouais. Alors, moi, au sein de Viatrice, je peux en avoir 3 par semaine, une fois par mois, et 2 par semaine. Mais moi, je les utilise jamais. Enfin, c'est vraiment rare. Et il y a des entreprises, en pharma, ça peut être 90% du télétravail. Donc, ça dépend vraiment de l'entreprise. D'accord, d'accord. Et de ton côté, tu me rappelais avant l'importance du réseau professionnel. J'ai envie d'avoir ton point de vue là-dessus. On entend souvent que le réseau, bah, c'est une chose qui est essentielle. Est-ce que pour toi, le réseau professionnel, bah, déjà, c'est, comme tu l'as dit avant, important? Et comment est-ce que tu peux l'exploiter au mieux? Le réseau de 1 à 8, c'est très très important. Le domaine pharmaceutique, c'est un domaine assez petit, on va dire. Donc, avoir du réseau, c'est plus qu'essentiel. C'est un exemple comme dans tout type de domaine. S'il y a un poste qui s'ouvre, tu connais la personne, elle sait que tu cherches un poste et qu'elle tu pu parler avec, bah, elle va penser à toi, en fait. Donc, il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. Et le conseil que je donnerais, c'est par exemple, je crois que je l'ai déjà dit en plus, c'est si vous êtes en P2 en pharma, bah, faites-vous un compte LinkedIn tout de suite. En plus, sur LinkedIn, c'est cool, vous avez l'actualité, selon les pages où vous êtes abonné, vous avez l'actualité pharmaceutique. Donc, vous êtes au courant un peu des nouveautés, des nouveaux médicaments, des nouvelles études cliniques. Et aussi, bah, ça vous permet de suivre des gens dans l'industrie pharmaceutique, leur poser des questions. Sur LinkedIn, les gens ils sont assez ouverts quand on pose des questions. Moi, je le faisais dès la P2, dès la troisième année. En fait, j'appelais des gens sur LinkedIn pour avoir des renseignements sur le métier, sur comment ça se passe. Et ça, c'est important parce que ça vous permet de vous projeter, de savoir ce que vous voulez faire. Et du coup, cette personne que vous avez appelée, bah, vous pouvez très bien la rappeler 2, 3 ans après pour voir s'il ne cherche pas un stagiaire, s'il ne cherche pas un alternant ou des choses comme ça. Donc, tout est à apprendre. Vous n'avez rien à perdre. Donc, si on doit faire un bilan de ce que tu nous as dit, c'est se créer un LinkedIn le plus tôt possible Ouais, en amont de sa carrière professionnelle. c'est ça. Ok. Et ensuite, ne pas hésiter à contacter parce qu'on n'a rien à perdre. Ce qu'on nous réponde ou qu'on ne réponde pas, on n'a rien à perdre. Donc, contactez les gens. Principalement, les gens sur LinkedIn, ils vont vous accorder du temps. LinkedIn, c'est vraiment un réseau professionnel. Les gens sont assez bienveillants. Ils ne vont pas dire, non, enfin, moi, j'ai jamais eu de non, non, je n'ai pas envie de te raconter mon métier, non, je n'ai pas envie de te répondre ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu ça. Ça peut arriver, hein. Mais j'ai jamais eu ça et au pire, la personne, elle vous répond pas. Enfin, vous n'avez rien à perdre. Vous envoyez un message, la personne ne vous répond pas au pire des cas. Alors, on va maintenant Ouais. s'intéresser davantage à la vie de Théo. Mais avant ça, les amis, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles donc, au podcast, si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Nous, ça nous intéresse de vous comprendre, de savoir quel type d'invité vous souhaitez avoir sur le podcast, mais également de vous trouver des invités toujours aussi qualitatifs. Alors moi, je compte sur vous pour nous donner la motivation. Alors, de ton côté, Théo, est-ce que tu peux peut-être nous parler d'une expérience qui t'a marqué et à travers laquelle tu as réussi à tirer une leçon, que ce soit professionnelle ou personnelle hein, Ouais. comme expérience? Alors, j'ai 2 expériences en tête. J'en ai une à Dublin et une avec TF1. Hmm. Je vais commencer par celle de TF1 avec Jean-Pierre Pernaut. Donc c'était pendant le Covid et avec ma mère quand moi je travaillais à l'EHPAD, ma mère aussi. Et du coup à l'EHPAD je faisais du 60-70 heures par semaine et mon record même c'était du 80-85 heures je crois. Enfin bref j'avais vraiment travaillé pendant le Covid. Et du coup avec ma mère on s'est dit tiens, on va faire une vidéo pour sensibiliser les gens sur les distances à respecter. Parce qu'on parle très peu des EHPAD. Déjà qu'ils ont très peu de visites les pauvres tout au long de l'année. Donc avec le Covid c'était encore pire. Mais en fait il n'y avait aucune visite. Et du coup, c'est assez compliqué. Donc, on a créé une vidéo pour sensibiliser les gens. Et qu'on a mis sur les réseaux et que ça fait un buzz. Et du coup, on a été appelé avec ma mère par TF1 pour faire le JT de 13h, passer la vidéo sur le JT de 13h avec Jean-Pierre Pernaut. Et Jean-Pierre Pernaut a bien voulu. En fait, pour savoir, c'est le présentateur qui choisit ce qui va passer dans le JT. Et Jean-Pierre Pernaut a direct pris notre sujet. Et il l'a même fait passer 2 fois. Ah, ouais. Donc c'était assez cool, c'était une belle expérience d'avoir JT de TF1 enfin, à 13h, sachant que c'était pendant le Covid, donc tout le monde regardait TF1 parce que tout le monde est enfermé chez soi. Les gens ne pouvaient pas travailler la plupart.
sauf dans certains domaines. Donc, ouais, il y a eu, je crois, on a eu 16 millions, 15 millions de téléspectateurs quand on est passé. Et en fait, c'est des choses, je pense, qui arrivent une fois dans sa vie. Donc, ça, c'était une belle expérience. Et en plus de ça, avec ma mère. Donc, j'étais assez fier d'elle. Et aussi fier de moi. Alors, tu nous parlais de Dublin aussi. Ah oui, Est-ce Dublin que aussi, oui. tu pourrais un peu nous raconter cette Alors, expérience sur Dublin? ouais, Enfin, sur Dublin, bah, moi, excuse-moi. j'avais un niveau d'anglais assez faible. Et je sais qu'en industrie pharmaceutique, c'est assez important l'anglais. Donc, en quatrième année, je me suis dit, bon, Théo, faut que tu te bouges. Faut sortir de ta zone de confort. Et en fait, je me suis inscrit à des cours en anglais à Dublin. Donc, je suis parti un mois solo. J'avais cours la journée. Et j'étais en colocation avec des gens qui venaient du monde entier, donc d'Arabie Saoudite. J'ai eu du Chili, j'ai eu de la Corée du Sud, j'ai eu de l'Espagne. Enfin, vraiment, on était dans la colocation, on était un peu de tout. Donc, on parlait en anglais, ça dépend. Et du coup, bah, ça m'a permis de progresser en anglais, mais ça m'a permis aussi d'ouvrir mon esprit, de m'ouvrir à des gens qui avaient une autre culture que je connaissais. Donc, une culture d'autres pays. Et en vrai, c'était une très belle expérience d'un point de vue déjà professionnel pour apprendre l'anglais, mais personnel, franchement, c'était incroyable. Donc, si je conseille aux gens, c'est sortez de votre zone de confort. Même si vous dites non, j'arriverai pas, bah, essayez. T'arrives pas, au moins t'auras essayé, tu vois. Et du coup, j'ai progressé en anglais grâce à ce stage, on va dire, entre guillemets, que j'avais payé de ma poche. Hein. Vraiment, j'avais mis de côté, c'était vraiment cher. Je crois que j'avais mis pour 5-6 000 euros de mois. Ouais, j'avais pris des cours intensifs, donc les cours m'ont fait progresser, mais après, quand j'étais avec les gens, bah, je parlais en anglais. Du coup, j'ai senti cette progression en un mois. Ils vont dire que c'est très peu un mois, mais si en un mois tu fais que parler, bah ça avance, tu vois. Tu peux passer quelques niveaux en anglais, quoi. Donc voilà. Donc, par exemple, si ça à refaire, moi je le referais direct. Hein. Genre partir un mois en cours d'anglais, faire cette expérience. Tu voyages beaucoup, hein. J'ai l'impression que tu as cette âme de voyageur. Est-ce que tu aurais un autre voyage que tu aimerais peut-être partager aux auditeurs, que tu as Ouais. vécu et qui t'a beaucoup touché? Alors j'ai fait plus de 30 pays, pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai eu des expériences mauvaises comme des expériences bonnes. Des expériences, bah, je vais parler de la plus récente. J'étais allé aux Philippines pendant l'été, donc il y a 2-3 mois. Et on a eu un problème avec l'avion en Chine. On s'est arrêté dans une ville en Chine. Et pour savoir, dans certaines villes en Chine, personne ne parle anglais, les écriteaux ne sont pas en anglais. Enfin, en fait, il n'y a pas d'alphabet latin. Et on arrive dans un aéroport, et c'était pas un aéroport international, et personne ne parle anglais, personne ne pouvait dire ce qu'on devait faire et tout. Donc c'était assez compliqué, on sort de notre zone de confort. Du coup, on a pris un autre avion, on était dans une autre ville, et en fait, on est resté bloqué 3 jours, parce que la compagnie chinoise n'a pas réussi à nous trouver un vol. Pareil pour l'hébergement. Et j'avais un autre vol pour aller aux Philippines avec la même compagnie et très dur à négocier avec l'entreprise d'avoir un vol assez rapidement. Du coup, 3 jours après, je l'ai eu. Alors que pour eux, c'est très rapide. Et ils n'ont pas la même culture que nous. Par exemple, quand on fait la queue, bah, n'importe qui peut doubler. Et en fait, c'est normal. C'est pas du tout la même culture. Bah, en tout cas, dans la situation où j'étais, c'était une situation assez complexe. Personne ne parle anglais. Personne ne voulait faire l'effort de m'aider. Donc en fait, on sort de sa zone de confort sous stress. Et en fait, il y a plein de choses que j'avais appris dans le master du point de vue soft skills qui ont permis de calmer mon stress, de gérer mon stress. Et au final, c'était une bonne expérience à la fin. Parce que quand je parle de bonne expérience, c'est en mode on s'est donné les moyens de trouver tout ce qu'on a besoin, donc un hébergement, sachant qu'on n'avait pas de téléphone parce qu'il y a un VPN et qu'on ne peut pas utiliser Internet, on n'a pas le forfait. On ne devait pas s'arrêter, donc on n'avait pas de monnaie chinoise. Et la ville où on était, on pouvait pas utiliser de carte bleue. Parce que là-bas, ça marche avec WeChat. C'est une application chinoise où on fait tout dessus. Donc réseaux sociaux, banque, nourriture, tout. Et du coup, bah, personne ne parle anglais. Du coup, en fait, on n'a aucun moyen de réserver quelque chose, de faire quelque chose. Et en fait, du coup, bah, faut prendre sur soi, se battre, attendre, négocier, négocier, négocier. Et au bout d'un moment, bah, ça passe. Et il faut pas lâcher, il faut pas genre montrer qu'on est stressé, qu'on n'est pas bien, parce que sinon, ça passe pas. Donc c'était une bonne expérience à la fin. Mais je parle pas de l'expérience de rester 3 jours dans une ville qui n'était pas prévue. Hein. Je parle vraiment de l'expérience d'aboutissement, de négociation et tout. Faut garder le positif. Faut pas voir le négatif de toute façon. Donc Oui, ça, c'était une expérience assez récente. voir donc le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Mais Ouais, c'est ça. ce que j'entends beaucoup dans tes échanges, c'est surtout cette vision, j'ai envie de te dire, et surtout donc de sortir de sa zone de confort. Tu n'arrêtes pas de répéter, de ne pas hésiter de sortir de sa zone Ouais. de confort. Et ouais, je retiens que ça peut être assez intéressant aussi de pratiquer ce dogme, ouais. De mon côté, en fait, la zone de confort, j'aime bien y sortir. Bah, déjà, les voyages, j'adore. Parce que tu découvres des gens, tu découvres une nouvelle culture, la nourriture surtout, que j'adore. Et tu découvres de nouveaux paysages, de nouvelles langues. Enfin, franchement, c'est assez cool. Ceux qui n'osent pas sortir de leur zone de confort, je vous conseille de le faire. Vous allez vous apprendre à vous connaître vous-même et vous allez apprendre plein d'autres choses. Et au pire des cas, vous n'aurez aucun regret plus tard de ne pas avoir profité de tout ça, quoi. Alors, j'ai aussi envie de savoir, est-ce qu'en pharmacie, ou de façon plus générale dans ta vie, tu as eu cette personne qui était là présente pour toi et que tu vois un peu comme un mentor, cette notion de mentor, une personne qui a eu une influence, un impact significatif sur ton parcours de façon générale. Est-ce que tu as eu ça, toi? Oui, j'ai eu 2 grands frères. Et mon tout grand a fait des longues études, donc il est anesthésiste. Et lui m'a donné cette motivation de faire des études assez longues, en mode c'est possible, en fait, c'est pas parce que tu as un milieu populaire que tu peux pas faire d'études, tu peux pas faire ci. En France, on a la chance de faire, enfin, qu'on puisse faire n'importe quelles études si on se donne les moyens. Certes, il faudra travailler plus que les autres qui sont assez aisés, qui ont les moyens d'un point de vue financier, mais en France, on a la chance de pouvoir le faire.
par rapport à certains pays où les universités coûtent extrêmement cher, où les formations coûtent extrêmement cher. En France, on a la chance d'avoir cet aspect-là. On a la santé, on a plein d'avantages qu'on se rend compte que quand on sort de sa zone de confort en partant à l'étranger. Donc ça, c'est un conseil, ça va vous apprendre que en fait, tout ce que vous avez sous les yeux en France, bah, c'est pas mal, quoi. Et on se plaint alors que franchement, on est vraiment des privilégiés en France. Vraiment quand on part à l'étranger. Et du coup, mon frère il m'a donné l'aspect en mode, en fait, c'est possible, si tu donnes les moyens, c'est possible. Et après, j'avais mon autre grand frère aussi qui me donnait tous les aspects en mode plus dans le relationnel, social, que c'est possible d'avoir tel contact si tu t'en donnes les moyens, si tu aides les gens, des choses comme ça en fait. Donc j'ai eu la chance d'avoir deux grands frères qui m'ont inspiré sur la carrière professionnelle et personnelle, on va dire aussi, études surtout. C'était des inspirations, on va dire. D'accord, donc tu n'as pas réellement un mentor, mais plusieurs, et la somme Ouais. de tes deux frères, c'est ce qui a donné un peu Complémentaire, ton ouais. parcours, c'est ça ton histoire. Ouais. Et de ton côté, est-ce que, enfin on parle souvent aussi de projection, est-ce que tu arrives à te projeter à 5-10 ans sur un horizon qui est quand même assez lointain, assez large? Tu as cette notion de projection? C'est assez compliqué de se projeter, mais j'ai quelques idées en tête, même plusieurs idées. J'aimerais bien faire une expérience à l'étranger, que ce soit en Europe ou hors Europe, hein. Franchement, ça, on verra quand ça arrivera. Non, j'aimerais bien faire une expérience à l'étranger d'1 an, 2 ans, vraiment pour avoir cette expérience internationale. Et j'aimerais bien aussi évoluer en termes de poste, je pense comme tout le monde, de cranter les échelons avec le temps. Donc ça, c'est un objectif aussi. Bon, ça prend du temps, mais de toute façon, l'expérience vient avec le temps. Donc on n'a pas le choix de passer par là. D'accord, merci à toi Théo pour cet échange enrichissant. Ton parcours et tes conseils ont vraiment apporté de la valeur à cet échange et à cette discussion et c'est plaisant. Et je suis sûr que nos auditeurs en ont beaucoup appris aujourd'hui sur toi. Alors pour ceux qui veulent continuer la conversation, n'oubliez pas que donc tous les liens sont disponibles en description pour contacter Théo. N'hésitez surtout pas à lui poser vos questions, ça lui fera plaisir. Alors imaginez maintenant une personnalité qui après avoir été couronnée Miss Lorraine en 2021 prend un virage totalement inattendu. Marine, aujourd'hui chef de produit junior chez Amgen, a réussi à allier élégance et expertise dans l'industrie pharmaceutique. Dans son quotidien, elle jongle entre les responsabilités stratégiques de son poste et ses souvenirs d'une aventure inoubliable en tant que Miss. Elle partage avec nous des anecdotes fascinantes, à la fois sur son travail et sur sa vie hors des podiums. Alors si vous voulez découvrir un parcours hors du commun, je vous invite à écouter l'épisode numéro 3 de Parcours Santé Podcast, déjà disponible sur toutes les plateformes. Alors vous allez adorer ce qu'elle a à raconter, c'est promis.